Bonjour à tous. Donc, je suis Bertrand Aubry, associé KPMG en Data et Analytics. Et je suis ravi d'accueillir Aldric Zappellini, donc Chief Data AI Officer du groupe Crédit Agricole. Bonjour. Nous avons choisi pour cette keynote un sujet particulièrement d'activité, puisque nous allons traiter la façon dont les banques mobilisent aujourd'hui la data et l'IA au service de leurs clients, et plus particulièrement comment les banques exploitent la data et l'IA pour accompagner leurs clients dans leur propre transformation pour assurer les enjeux climatiques et l'adaptation aux enjeux des territoires. Et tout ceci en s'assurant que la mise en œuvre de ces technologies soit le plus responsable possible. J'en profite aussi pour juste rappeler que le secteur bancaire est justement en première ligne par rapport à ces enjeux de transformation auprès de leurs clients, que ce soit les particuliers comme les entreprises, pour les accompagner face à ces nouveaux défis. Donc, merci Aldric pour votre présence. Peut-être pour démarrer, quelques mots sur votre rôle au sein du Crédit Agricole. Oui, parce que finalement, Chief Data et AI Officer, ça peut vite avoir une connotation un peu ésotérique. J'ai 3 ensembles d'activités pour faire simple. Alors déjà, il faut avoir en tête, c'est que le groupe Crédit Agricole, c'est un groupe qu'on appelle uni et décentralisé. C'est-à-dire c'est 160 000 personnes, mais c'est une très grande variété de métiers. Et c'est plus de 120 entités qui collaborent ensemble. Et donc moi, mon rôle en tant que Chief Data et AI Officer, c'est un premier rôle en termes de gouvernance. C'est une gouvernance de type fédéré, et donc c'est définir un ensemble d'orientations stratégiques et de règles communes pour que le groupe et ses entités puissent fonctionner ensemble. Deuxième sujet qui va plutôt avoir trait à la transformation des équipes IT. On voit qu'aujourd'hui, la data et l'IA impliquent un certain nombre de transformations dans la pratique des IT pour servir les métiers. Et donc, ma direction accompagne ces transformations-là. Et puis, un troisième ensemble qui est plus, on va dire, un rôle de tête de réseau, c'est que j'ai un Data Lab Group et une AI Factory Group. Data Lab Group est positionné sur un segment de veille, de R&D, mais c'est aussi développer des solutions aux standards industriels du groupe. L'AI Factory Group, elle a davantage comme rôle d'accompagner les entités du groupe qui souhaitent progresser et monter en compétences pour pouvoir elles-mêmes développer, mettre en production des solutions data et IA industrielles. Voilà, et donc nous, côté KPMG, on travaille avec nos clients pour les aider à développer une approche de plus en plus analytique pour le pilotage de leur performance ESG. Et donc, dans ce cadre, on développe des démarches autour de la data et de l'IA pour automatiser, faciliter, fiabiliser la collecte des données et assurer une meilleure exploitation avec des modèles de plus en plus avancés. Aldric, est-ce que vous pouvez nous illustrer comment vous, côté Crédit Agricole, parce que c'est la première question que j'ai envie de vous poser, vous vous appuyez sur l'IA pour accompagner vos clients dans leur transformation et pour qu'ils puissent faire face aux enjeux climatiques et à la transition climatique. Oui, alors déjà, je peux peut-être remonter d'un cran. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est une banque comme le groupe Crédit Agricole, on est un tiers de confiance, évidemment, secret bancaire, voilà. On est un opérateur d'importance vitale, et puis on est aussi ce qu'on appelle une banque systémique. Donc ça veut dire qu'on a une très grande responsabilité vis-à-vis de tout un ensemble de parties prenantes. La première étant vis-à-vis de nos clients et la deuxième vis-à-vis de la société. C'est pas pour rien que c'est notre raison d'être. Et donc la question finalement de pourquoi on veut utiliser une technologie, elle est quand même centrale dans les choix qu'on fait. Et dans le pourquoi, on s'est dit finalement il n'y a pas besoin de chercher très loin. Nous on veut vraiment être en parfaite congruence avec notre raison d'être et donc dans l'intérêt des clients et dans l'intérêt de la société. Alors ça nous amène dans l'intérêt de société forcément à des sujets d'accompagnement des grandes transitions qu'on a à mener. Si on regarde l'après-guerre, le défi c'était de mécaniser l'agriculture pour que tout le monde puisse se nourrir, qu'il y ait une souveraineté alimentaire pour la France. Je note au passage qu'on ferait mieux de s'en repréoccuper un petit peu plus ces derniers temps. Il y a eu l'accès à la propriété. Les enjeux là qu'on a à affronter en tant que société, ils sont encore plus ambitieux, divers que ça. Il y en a effectivement qui est comment, parce que maintenant c'est le comment qui compte, on va s'adapter aux défis qui sont posés par le changement climatique. Il y a quelques années, 5-6 ans, l'idée c'était de dire il faut qu'on fasse tout notre possible pour minimiser nos émissions de CO2. Tout le monde n'avait peut-être pas encore forcément bien compris que quel que soit le scénario dans lequel on se situait, de toute façon, ça impliquait des adaptations. Alors ces adaptations, il y en a évidemment une très grande variété, mais j'ai envie de dire que la première déjà,
c'est de faire prendre conscience qu'il va falloir s'adapter. Alors maintenant, ça commence à être quasiment acquis, mais si on se recontextualise il y a 3 ans, la réalité, c'est qu'on avait un peu de mal à rendre tangible finalement cette question des défis climatiques posés. Et donc, une des premières idées qu'on a eues, c'est de dire comment, à partir de la data et de l'IA, on peut redescendre des choses qui finalement sont un peu vaporeuses, les scénarios du GIEC, un horizon 30 ans pour l'Europe du Sud, bon, on ne voit pas très bien ce que c'est. En revanche, si vous interprétez, vous modélisez, vous simulez à partir de données et que vous dites concrètement, dans ma commune, dans mon département, il va se passer un certain nombre de changements qui vont par exemple impliquer des évolutions sur les rendements agricoles, des risques sur le bâti immobilier comme le retrait-gonflement des argiles, ou par exemple si j'habite près d'une côte, il y aura de l'érosion, de la submersion. Là tout de suite ça devient beaucoup plus concret et on voit bien sur des horizons de 10 ans, 20 ans, 30 ans ce qu'il faut anticiper pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne. Typiquement, un agriculteur, si vous lui dites dans 2 ans où tu ne peux plus cultiver du maïs, c'est trop tard. Il faut l'anticiper au moins 10 ans ou 15 ans, changer les méthodes culturales. Et dans le changement des méthodes culturelles, c'est important, c'est que par exemple le maïs dans les Landes, vous pouvez vous dire il suffit d'irriguer. Sauf qu'à un moment donné, entre mai et septembre, il y aura un stress hydrique et donc ça sera plus possible d'irriguer à ces endroits-là. Ça veut dire qu'il faut changer les cultures. Tout ça, il faut le préparer, il faut conseiller nos clients, il faut financer probablement la transition et leur adaptation. Et donc ça, c'est nous le rôle qu'on veut prendre en tant que banquier sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour faire face à ces défis climatiques. Merci Henri. Et on sait aussi tous que le Crédit Agricole est extrêmement engagé dans les territoires et également sur les sujets de la mobilité qui est complètement lié au territoire. Vous avez aussi commencé à développer des leviers autour de la data et de l'IA, justement sur cette thématique. Oui, alors tout à fait. Pour nous, c'est un autre défi. Si je récapitule les défis, il y a effectivement tous ceux qui sont très liés au changement climatique, mais il n'y a pas que cela. On a évidemment tout ce qui va être lié à la santé, et en particulier l'accès à la santé, et ce qui fait le lien avec les territoires, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a une désertification médicale accrue. Donc la façon dont j'accède à la santé, ou tout simplement au fait de pouvoir rester chez moi et de vieillir dans les meilleures conditions, c'est un enjeu de demain. Il y a évidemment l'éducation aussi, et donc ces défis sont pluriels. C'est pour ça que je dis que c'est un registre un peu différent et probablement plus ambitieux, plus complet, qui va nécessiter un engagement de tous. C'est qu'on a tout ça à résoudre en même temps. Alors si je fais le lien avec le territoire, on voit que sur les territoires, c'est pas nouveau. On a des vrais soucis en fait d'enclavement d'un certain nombre de territoires. Si vous voulez que les territoires se développent, ou en tout cas se paupérisent pas, il faut l'accès aux services publics, l'accès à l'emploi. Et souvent ça, c'est quelque chose qui est très résonnant avec les mobilités. Et c'est là où vous pouvez résoudre aussi une problématique, qui est la décarbonation des mobilités. Si par exemple vous travaillez pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur accès au ferroviaire, et on voit que c'est un défi qui nous unit avec une autre grande entreprise qui expose pas très loin, et vous êtes en train de résoudre en cascade tout un tas de défis. Celui d'avoir des mobilités, alors on appelle ça mobilité tous, mais globalement l'enjeu c'est de décarboner. Celui d'avoir un meilleur aménagement du territoire pour que votre population elle accède à l'emploi et aux services publics, et ce faisant aussi aux soins, donc à une santé, en tout cas le fait de vieillir plus longtemps en bonne santé. Alors, justement, sur ces sujets autour des enjeux sociaux qui se rapprochent, qui sont intriquement liés entre les enjeux des territoires et la transition climatique, je vous propose d'arriver sur les sujets avec plus de responsabilité, puisque alors nous, également, toujours côté KPMG, on accompagne nos clients dans leur conformité sur l'IACT, sujet réglementaire, pour créer avec eux les conditions d'une IA responsable et une IA de confiance. Mais quand il s'agit d'appliquer l'IA à des sujets sociétaux, au-delà même des aspects réglementaires, comment vous voyez justement la responsabilité d'entreprises ou de banques comme le Crédit Agricole dans l'exploitation justement d'IA responsable pour avoir un alignement complet entre les ambitions, le pourquoi et le comment? Oui. Alors, quand on a défini le quoi ou le pourquoi, déjà on a fait un grand pas parce qu'en fait on a choisi de concentrer un certain nombre de moyens, dont des technologies, sur des sujets dont nous on considère qu'ils sont meilleurs pour nos clients et pour la société. C'est un grand pas parce qu'il y a quand même tout un tas de choses qu'un certain nombre d'entreprises peuvent faire qui ne sont pas forcément résonantes avec ces objectifs-là.
Ensuite se pose la question du comment. Évidemment, toute chose qu'on fait, l'informatique en étant une, a un impact. Et donc maintenant, être responsable sur le comment, c'est dans un premier temps proportionner la réponse technologique aux enjeux qu'on souhaite résoudre. Je prends un exemple, mais si vous voulez, pour améliorer la qualité de service en réponse à des emails à vos clients, mettre une IA, il n'y a pas besoin d'aller chercher une IA générative qui est très consommatrice pour faire un tri d'emails ou un routage. Vous pouvez très bien le faire avec des technologies, alors ça fait un peu bizarre de dire ça, mais d'IA traditionnelles. Et c'est probablement 100 ou 150 fois moins impactant pour l'environnement qu'une IA générative. Et donc le comment commence déjà à s'appliquer à cet endroit-là. Et après, dans le comment, on ne s'arrête pas là. C'est qu'à partir du moment où vous dites, bon ok, je choisis une technologie parce que c'est probablement la seule qui a cette capacité à résoudre le problème qui m'est donné par mes métiers. Là, vous allez mettre en batterie finalement une méthodologie qui va vous permettre de mesurer l'impact, qui va vous permettre de savoir, un exemple tout simple, quand vous avez un impact social, typiquement vous modifiez les conditions de travail des collaborateurs en leur mettant à disposition une IA, dès le cadrage, en fait, vous anticipez cet impact-là. Mettons que vous fassiez un gain de productivité et que nous, notre souhait, c'est de remettre ce gain de productivité sur les tâches plus contributives à la relation client. Vous formulez finalement quelles sont les tâches concernées et comment vous allez faire en sorte, par la conduite du changement et l'intégration d'utilisateurs dans la méthode de fabrication, pour accompagner cette transformation-là. Et ça, c'est de la responsabilité aussi pour nous. Évidemment, ce n'est pas une responsabilité au sens environnemental, c'est une responsabilité au sens social, mais c'est particulièrement important parce qu'à partir du moment où on commence à changer à une vitesse qui s'accroît, puisque l'IA est en train de se diffuser, les conditions de la pratique professionnelle, il faut à un moment donné l'anticiper, le consolider et mettre en place une conduite du changement adaptée de façon à privilégier l'employabilité de nos collaborateurs. C'est une autre forme de responsabilité. Il y en a bien d'autres. Je pense notamment, on sait qu'à partir du moment où on est confronté à des IA dans la relation client, ça change le modèle ou le mode relationnel avec les clients. Donc là, il faudra qu'on fasse preuve de transparence. La IA Act nous l'impose. Mais il faudra aussi qu'on regarde de manière très pragmatique, finalement, ce que ça peut changer en profondeur dans le comportement et les relations qu'on a avec nos clients. Nous, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que le temps qu'on libère pour nos collaborateurs avec l'IA, il soit mis à la disposition d'une interaction plus qualitative avec les clients. Mais encore faut-il le vérifier, parce que, mine de rien, c'est un modèle qui est très ambitieux en réalité. C'est-à-dire que souvent, l'interaction humaine aura lieu dans des contextes qui sont raréfiés, c'est-à-dire que l'autonomie digitale, ça existe. La data et l'IA se chargeront de faire un certain nombre de choses. Et quand cette interaction, elle aura lieu, il faudra qu'elle soit quelque part exceptionnelle, parce que là, ça sera rare, et ça devra correspondre à un moment où le client en a particulièrement besoin. Et ce moment sera peut-être même préparé justement par une IA et anticipé par une IA. C'est faire en sorte que les conditions soient favorables pour avoir la meilleure interaction humaine possible avec nos clients. Et alors, peut-être une dernière thématique que je souhaitais pouvoir aborder avec vous, c'est un sujet là qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui avec les tensions actuelles. C'est le sujet de la souveraineté numérique. Comment justement, je suis particulièrement intéressé de savoir comment vous envisagez la prise en compte de ces enjeux, par exemple dans un écosystème autour d'acteurs français par exemple, ou avec d'autres leviers qui permettent d'atteindre cette ambition de meilleure souveraineté sur nos enjeux numériques. Oui, alors, je l'attendais celle-là, du coup c'est pour ça que j'ai fait mon introduction sur tiers de confiance, opérateurs d'importance vitale, banque systémique. Bon, la réalité en fait c'est que souveraineté c'est parfois un mot un peu compliqué à appréhender. Je peux le manipuler, mais à partir du moment où on est quand même d'accord sur le champ lexical qui recouvre, nous ce qu'on gère en priorité, c'est des risques de dépendance technologique, en particulier quand ils sont excessifs. Si je me remonte dans le temps d'un peu plus de 2 ans, on a tout de suite vu que l'arrivée de l'IA générative allait être un inducteur de cloudification de nos systèmes d'information. Et pareil, dans le contexte d'il y a 2 ans, la réalité c'était qu'il y avait une offre d'hyperscaler qui était essentiellement US, des éditeurs de modèles qui étaient eux aussi US. Et donc tout de suite on s'est dit, attention, nous on veut effectivement bénéficier du potentiel d'usage de cette technologie. En revanche, il faudra que dès maintenant on fasse attention
à ne pas créer les dépendances technologiques futures, sachant, vous l'avez tous observé, que si on regarde le numérique dans son ensemble, la réalité, c'est qu'on est déjà dépendant à 75% du numérique US. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est très simple, c'est de faire attention à ce qu'on n'ait pas des dépendances qui, finalement, sur une simple décision, qu'elle soit d'ordre commercial ou comme maintenant géopolitique ou géostratégique, ça puisse couper un service. Et quelque part, si on n'a pas fait attention et qu'on a mis ce service-là au cœur finalement de ce qui est essentiel pour notre rôle d'opérateur d'importance vitale ou de banque systémique, et ben, la réalité, c'est que ça peut nous tuer. Et donc, il faut qu'on fasse attention à chaque fois qu'on adopte une technologie, à avoir des alternatives, à savoir jusqu'à quel point on accepte une dépendance. Plus on est près du cœur de réacteur, de ce qui est vraiment important dans notre métier en tant que banque, plus la dépendance devrait être surveillée de près. De près, à l'instant où on décide d'utiliser une solution, mais aussi dans la durée, parce qu'il peut très bien arriver qu'à un instant T, on choisit une solution, mettons une solution en mode SaaS, et que progressivement son périmètre et son impact évoluent, et qu'on se retrouve 5 ans ou 10 ans après avec quelque chose qui est beaucoup plus impactant que ce qu'on se pensait sur notre cœur d'activité. On considère, nous, que ça fait aussi partie de la responsabilité, la raison d'être, agir chaque jour dans l'intérêt des clients et de la société, parce que c'est aussi une formidable opportunité quand on a besoin de créer de la diversité, d'aller piocher finalement dans nos entreprises de technologie françaises ou européennes pour créer cette diversité. La condition pour faire ça, c'est déjà que nous, on formalise le problème et qu'on sache l'intégrer dans nos politiques IT, et puis que derrière, on fasse confiance. Et c'est-à-dire que quand on teste, par exemple, une solution française en POC, si ça fonctionne très bien, il faut aussi à un moment donné qu'on fasse confiance et qu'on accepte de la déployer à l'échelle, plus qu'une alternative comme étant le service nominal qu'on rend à nos clients. Très bien. Merci. Peut-être, parce qu'on arrive à la fin de cette keynote, une dernière question par rapport en fait, aux enjeux que vous voyez pour pouvoir passer ces sujets data IA à l'échelle. Que ce soit sur les IA dont on a parlé pour la transition climatique de vos clients ou les enjeux territoriaux, mais même de façon plus générale. Est-ce que vous pourriez nous dire les 2-3 sujets qui aujourd'hui vous paraissent les enjeux, les défis pour passer, voilà, pour un groupe comme le Crédit Agricole, mais je pense que c'est les mêmes enjeux qu'on retrouve dans beaucoup d'organisations. Alors, à la base, il y a déjà un enjeu profondément humain, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur l'adoption d'une technologie, ça percute l'organisation, la perception du travail des entreprises. Et donc, fondamentalement, il ne faut pas considérer que pas parce qu'on a la solution technologique, c'est gagné. La réalité, c'est que si vous voulez quelque chose qui fonctionne, qui soit utilisé, maîtrisé, sécurisé, il faut à la base quand même gérer un enjeu humain et presque même un enjeu culturel. Et donc là, il ne faut surtout pas se projeter dans des horizons de transformation qui sont 6 mois et 1 an. La réalité, c'est que les mécanismes d'adoption sur nos organisations, sur la culture, sur les compétences des collaborateurs, c'est des choses qui se jouent plutôt sur un registre de l'ordre de 5 à 10 ans. Et donc, il faut non pas dire, attention, c'est une révolution, ça va tout disrupter en quelques mois. En revanche, il ne faut pas non plus se laisser endormir au seul prétexte que ça va peut-être plus lentement que certains l'ont annoncé. Et donc, il faut justement être vigilant dans notre approche de responsabilité, dans l'accompagnement des collaborateurs, dans leur guidage vers finalement la diffusion plus intense de cette technologie, soit l'IA générative. Alors bien sûr, après, il y a des enjeux purement industriels. Moi, j'ai tendance à considérer que sur l'IA, encore une fois, traditionnelle, ces enjeux-là sont plutôt résolus, encore que probablement pas de manière homogène pour toutes les entreprises. Il faut avoir en tête quand même, mettons l'informatique, entre les premières grandes entreprises qui ont eu de l'informatique et les PME qui s'en sont dotées, il y a quasiment eu 20 ans d'écart. Ouais, on ne peut pas exclure non plus que ça mette ce temps-là. Et puis, sur l'IA générative, là, par contre, moi, je considère qu'on met effectivement des choses en production, mais qu'on est quand même au tout début d'un cheminement industriel. Très clairement, ce n'est pas encore complètement mature pour faire vraiment une IA complètement maîtrisée. Je pense notamment aux problématiques d'hallucination, mais encore plus aux attaques cyber. Si on regarde aujourd'hui sur le registre des attaques cyber, moi j'ai des équipes par exemple qui font ce qu'on appelle du red teaming IA. Sur un échantillon de 400 attaques qu'il faut faire évoluer en permanence parce que tout ça bouge très vite.
Les meilleurs en laissent passer 25%, les moins bons 50%. Et là, je parle de solutions qui ont pignon sur rue. Voilà. Et donc, il faut vraiment être dans cette perception que tout ça va prendre du temps. Il ne faut pas se lancer endormir parce que ça prend du temps et que le temps qui nous est offert, il faut l'utiliser pour gérer une transformation qui, elle, est beaucoup plus lente, mais probablement plus importante. C'est celle des organisations, des compétences et de la société dans son ensemble. Merci, constat qu'on partage effectivement. Merci beaucoup, Henrik. C'était vraiment passionnant d'avoir votre vision et ces expériences concrètes sur la data et l'IA au sein des banques. Peut-être qu'il nous reste un petit peu de temps. Je crois que c'est des personnes qui ont des questions. On peut prendre les questions. Bonjour, j'aimerais savoir comment vous gérez le sujet de qualité des données, justement pour cette transformation. Comme on peut. La réalité, c'est que le sujet de la qualité des données, c'est quelque chose qui est très en interaction avec nos métiers. C'est pour ça que je disais qu'il y a un enjeu fondamental d'organisation, de compétences, de culture. Il est encore devant nous. C'est-à-dire, on en a résolu une partie. Parce que le sujet de la qualité des données, on a des réglementations qui nous incitent à le faire. Donc évidemment, on met beaucoup plus de cœur à l'ouvrage quand il y a une réglementation qui nous incite à le faire. Là, on est en train finalement de le traiter aussi par la valeur que ça apporte. Et d'ailleurs, on a eu une très bonne opportunité de mettre en évidence qu'il va encore falloir consacrer des efforts, des investissements, du temps de formation auprès de nos métiers. C'est que quand on a fait nos projets d'IA générative avec comme ambition de les passer directement à l'échelle, il y en a une partie qui ont échoué parce que le prérequis de gouvernance de la data au sens large n'était pas mis en œuvre. Je prends un exemple, si vous gérez une base documentaire mais que vous ne gérez pas l'obsolescence des documents et qu'à un moment donné vous avez plusieurs informations de même nature qui sont dans une base documentaire, et ça c'est un vrai nid à hallucination. Et donc du coup il y a des cas d'usage ou des projets où au moment du cadrage on a dit on va s'arrêter là parce qu'il y a un prérequis qui n'est pas rempli et ça ne serait pas sérieux de vouloir finalement résoudre avec de l'IA quelque chose qui fondamentalement est du registre de la gouvernance et de la mise en qualité des données. Merci. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou on conclut là? Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne journée.